Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 16h08 UTC et aujourd'hui on va aborder le masse et centrage. C'est parti. Alors le masse et centrage, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'il en va de la sécurité du vol. Ça fait d'ailleurs partie des documents obligatoires à faire avant son décollage, que tu sois dans un avion monoplace ou alors à bord d'un avion de ligne. Pour beaucoup de pilotes, surtout d'un niveau on va dire PPL, le masse et centrage, eh bien c'est simplement un petit tableau avec quelques calculs, tu mets un point dans un schéma et tu vérifies si t'es bon. C'est vrai que c'est pas le document le plus compliqué à préparer, surtout quand tu es dans un monomoteur à piston, mais tu verras que si tu vas vers un niveau ATPL, eh bien préparer le masse et centrage d'un avion de ligne, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pourquoi, vu que sur Cockpit on n'essaye pas simplement d'apprendre, mais de comprendre, eh bien on va diviser cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui on va en fait aborder toutes les notions physiques qui permettent l'équilibrage d'un avion sur son axe longitudinal. Et dans ma prochaine vidéo, on parlera effectivement de son devis de masse et centrage, c'est-à-dire du tableau et du schéma dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et on commence tout de suite avec la notion de masse et de poids. Alors la masse, elle s'exprime en kilogrammes et c'est en fait la quantité de matière qui compose un corps. Ainsi, quand tu dis « je pèse 80 kg », en fait les 80 kg ça représente l'ensemble des atomes et des molécules qui composent ton corps humain. La masse, eh bien c'est une notion de fixe. Que tu sois dans l'espace, sur la Lune ou sur Terre, eh bien ta masse, elle ne change pas. Alors évidemment, si tu perds de la masse graisseuse, suite à un régime ou si on te coupe un bras, bien évidemment ta masse va baisser. Mais globalement, physiquement, on va dire que la masse est une notion fixe. C'est donc pour ça que l'on parle de masse et centrage, de masse maximale au décollage, et non de poids et centrage et de poids maximum au décollage. On va maintenant parler du poids. Eh bien le poids, dans la vie de tous les jours, on a tendance à le confondre avec la masse. Mais en physique, ce sont bien deux notions distinctes. Le poids, en fait, ça représente une force, et comme toutes les forces, ça s'exprime en newton, et le poids, en fait, représente la force de gravité. La gravité, c'est en fait la force qui attire deux objets entre eux. Par exemple, la gravité terrestre, eh bien, c'est la force qui attire tous les éléments, tous les objets à la surface du globe vers le centre de la Terre. Et la gravité, eh bien, elle n'est pas partout pareille. Par exemple, tu vas avoir une gravité différente sur Terre et sur la Lune. Pour illustrer ça, par exemple, la gravité terrestre, elle est de 9,8, alors que sur la Lune, elle est de 1,63 ou 1,64, je crois. C'est donc facile à comprendre que si la masse est invariable, le poids, lui, peut changer. Parce que tu vas voir que le poids, il se calcule de la manière suivante, c'est donc la masse du corps fois la gravité. Et vu que la gravité peut changer, eh bien le poids d'un corps peut évoluer. Si je reprends notre exemple de l'être humain de 80 kg, eh bien si on applique la gravité terrestre et si on applique la gravité lunaire, eh bien on voit que le poids est différent pour un être humain sur Terre et sur la Lune. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu as vu des images de spationautes sur la Lune, tu as l'impression qu'ils sont beaucoup plus légers, mais ce n'est pas leur masse qui est plus légère, c'est leur poids qui est plus léger, donc c'est le poids qui diffère. Et il faut savoir que la gravité, elle attire tous les corps avec la même force. C'est pourquoi, quand tu lâches un marteau et une plume, ils vont tomber à la même vitesse. Alors je te connais, tu vas prendre un marteau, une plume, tu vas lâcher les deux et tu vas dire « ça marche pas ». Effectivement, sur Terre, ça marche pas très bien ou pas du tout. Mais c'est pas dû à la différence de masse entre les deux objets, c'est dû à notre atmosphère. On le sait, la Terre, elle est entourée d'une atmosphère qui est composée de gaz. Et bien ces gaz, en fait, ils ont des frottements qui sont suffisamment puissants sur la plume pour la retenir dans sa chute. Ces frottements, en revanche, ne sont pas suffisamment puissants pour retenir le marteau dans sa chute. En revanche, tu vas sur la Lune, tu prends ton marteau, ta plume, tu refais l'expérience, ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que la Lune, elle, n'est pas dotée d'atmosphère. On va donc maintenant parler de la notion de centre de gravité. Le centre de gravité, c'est en fait un point sur un corps où s'applique la gravité, où s'applique donc le poids. Alors d'un point de vue scientifique, normalement, il faut distinguer centre de gravité et barycentre, qui est le point d'équilibre d'un objet. Mais en aéronautique, en tout cas pour les notions qu'on va voir plus tard dans la vidéo, on va confondre les deux. Donc pour nous, le centre de gravité, ce sera le point où s'applique la force du poids, où s'applique la gravité, et ce sera également le point d'équilibre de notre objet. Le centre de gravité, c'est quelque chose, à l'instar du poids, qui n'est pas fixe. Ça va bouger. En effet, par exemple, là, je me tiens debout devant la caméra, mon centre de gravité, on va dire, il est au niveau de mon estomac, au niveau de mon bassin, mais si maintenant je me mets sur une jambe et je commence à pencher, il y a forcément un moment où je perds l'équilibre.
Et ça s'explique par le déplacement du centre de gravité. En effet, au fur et à mesure que je vais me pencher, eh bien, mon centre de gravité va passer de mon bassin vers mon épaule. C'est donc plus mon bassin qui sera attiré vers la Terre, mais mon épaule, d'où ma perte d'équilibre. Jusqu'à présent, on a pris des exemples sur le corps humain, mais il faut savoir que c'est exactement la même chose avec la structure de ton aéronef. Ça peut peut-être te donner des idées sur là où on va en venir. Prenons donc l'exemple d'un monomoteur à piston. C'est un peu différent pour un bimoteur ou un quadrimoteur, mais l'important c'est de comprendre le principe, après tu pourras l'adapter. Donc dans un aéronef monomoteur vide, le plus lourd, eh bien, c'est le moteur. Donc son centre de gravité, qu'on va confondre avec le barycentre, donc en gros son centre de gravité, soit son centre d'équilibre, eh bien, il va être situé plutôt vers l'avant. Au plus tu charges ton avion vers l'avant, eh bien, au plus ce centre de gravité va s'avancer vers le nez de l'aéronef. En revanche, au plus tu vas charger l'arrière de l'aéronef, eh bien, au plus le centre de gravité, le point d'équilibre, va aller vers l'empennage, vers l'arrière de l'avion. On va aborder la notion de levier, bras de levier et moment. Le levier, c'est un objet, un rigide, possédant un axe de rotation par rapport à une force. Quand ce levier est perpendiculaire à l'axe d'application de la force, alors il est qualifié de maximal. En revanche, quand il est parallèle à l'axe de rotation de la force, eh bien on le qualifie de levier minimal. On va prendre un exemple aéronautique, tu vas voir, c'est relativement simple. Eh bien, dans un avion, un levier, c'est quoi? Eh bien, c'est une masse que tu vas rajouter quelque part dans ton aéronef. Par exemple, des bagages dans la soute arrière. On a ensuite la notion de bras de levier. Le bras de levier, lui, ça qualifie en fait la longueur du levier. Plus il est long, plus l'effet de levier est important. Le bras de levier, c'est en fait la distance entre l'endroit où est appliquée une force et l'axe de rotation. Le bras de levier, en général, on peut l'exprimer soit en mètres, en pouces, en centimètres, etc. Mais en aviation, on utilise une autre unité qui est le pourcentage de Mach. C'est en fait le pourcentage de la corde moyenne de l'aile. Alors, on reviendra sur ce que c'est que la corde d'une aile dans une vidéo dédiée à la structure de l'aéronef. Mais pour faire simple, aujourd'hui, on va dire que c'est la droite qui coupe une aile en deux. Donc, si on reprend notre définition et qu'on l'illustre par notre modèle aéronautique. Dans notre avion, si l'on reprend nos bagages, eh bien, le poids des bagages, c'est la force. Et le centre de gravité, eh bien, c'est notre point de rotation ou, on va dire, notre pivot. Donc, au plus les bagages sont éloignés du centre de gravité, au plus le bras de levier devient important. Au plus le bras de levier s'allonge. On va donc maintenant parler du moment d'une force. Alors le moment d'une force, eh bien, c'est la puissance, la force ou la position nécessaire pour faire effectuer un mouvement de rotation à un mécanisme autour d'un point fixe que l'on appelle pivot. Ce moment, en fait, on le calcule de la manière suivante, c'est la masse du corps fois le bras de levier. Le pouvoir de basculement, le pouvoir de rotation, eh bien, il dépend donc de l'intensité de la force, mais également de la position, on va dire, relative du point d'application de cette force. Pour illustrer ça, on va reprendre notre exemple aéronautique. Donc je reprends mes bagages et je reprends mon avion. Eh bien, ce qu'on appelle le pivot, le point de basculement, eh bien, en fait, dans notre avion, c'est le centre de gravité. Et pour le faire basculer autour de son centre de gravité avec mon levier, j'ai deux solutions. Je te rappelle, le levier, c'est nos bagages. Eh bien, la première chose, c'est soit j'augmente la force du levier. Pour ça, eh bien, ce que je peux faire, c'est que je vais mettre plus de bagages, je vais surcharger ma soute. Ou alors, la deuxième solution, c'est en gardant la même quantité de bagages, je vais augmenter mon bras de levier, je vais donc éloigner mes bagages du centre de gravité. Dans les deux cas, eh bien, la conséquence aura de faire pivoter, de faire basculer l'avion autour de son point de pivot, autour de son centre de gravité. Donc, pour résumer, mon moment, eh bien, c'est soit la force nécessaire, c'est-à-dire la quantité de bagages nécessaire pour faire basculer mon avion, ou alors la longueur du bras de levier nécessaire pour faire basculer l'aéronef. Alors le moment, c'est peut-être une notion un peu abstraite, mais en fait, tu vas voir, elle n'est pas très difficile à comprendre, puisqu'on l'utilise quasiment au quotidien. Je te donne un exemple, quand tu souhaites ouvrir une porte, eh bien, tu peux soit pousser proche de son axe de rotation, proche des charnières, à ce moment-là, il faudra que tu mettes beaucoup de force, ou alors tu peux utiliser la poignée, qui en général est à l'opposé des charnières, à l'opposé de l'axe de rotation. Tu as donc un grand bras de levier, donc tu auras besoin de mettre moins de force pour ouvrir ta porte. Je crois que je suis un bon mime. On va ensuite aborder la notion de centre de poussée. Le centre de poussée, eh bien, c'est l'endroit où s'applique la portance de l'avion. La portance, en fait, c'est une force qu'on détaillera plus dans une vidéo dédiée,
mais en fait, c'est la force qui attire, qui aspire l'avion vers le haut. Et le but de cette portance, c'est de venir contrer la gravité, le poids, qui lui attire l'avion vers le sol. Encore une fois, on reviendra sur ça dans une vidéo dédiée. Mais aujourd'hui, ce qu'on va retenir, c'est essentiellement le fait que ce centre de poussée, il n'est pas fixe. Il a tendance à se déplacer. En effet, il existe un angle qu'on appelle l'angle d'incidence. C'est l'angle en fait entre le vent relatif et le bord d'attaque, le devant de ton aile. On reviendra également dessus lorsqu'on parlera du principe du vol. Mais il faut savoir qu'au plus cet angle d'incidence augmente, au plus le centre de poussée, il va s'avancer vers le bord d'attaque, vers le devant de ton aile. Et au plus l'angle d'incidence va diminuer, au plus le centre de poussée il va avoir tendance à reculer vers ce qu'on appelle le bord de fuite, à savoir l'arrière de ton aile. Ça, c'est valable pour l'aile, mais il y a aussi un centre de poussée sur l'empennage, qui est ni plus ni moins qu'une petite aile. La portance de l'empennage, elle est orientée vers le bas. En général, on parle de portance négative ou de déportance. Quel est le but de cette déportance ? On l'a vu sur nos monomoteurs, le centre de gravité de l'avion, en général, est à l'avant, et notamment avant les ailes. En revanche, la portance, elle, est exercée au niveau des ailes. Et donc, si on applique chacune des forces, on va avoir le poids qui va avoir tendance à tirer l'avion vers le sol, et on va avoir la portance au niveau des ailes qui va avoir tendance à aspirer l'avion vers le ciel. Du coup, si tu appliques naturellement ces deux forces, l'avion va avoir tendance à piquer du nez. Donc, pour contrer cette tendance à piquer, il a fallu travailler l'empennage de manière à ce qu'il équilibre et contre cette tendance à piquer. C'est pour ça qu'on lui a apporté cette portance négative ou cette déportance. On reviendra plus en détail sur ça lors des principes du vol. Pour nos calculs de stabilité longitudinale, plutôt que de se compliquer la tâche à utiliser des valeurs variables, par exemple comment évolue ma déportance en fonction de ma portance et du positionnement de mon centre de poussée, on va utiliser un point fixe que l'on nomme foyer ou centre aérodynamique. Le foyer, c'est le point pour lequel le moment de tangage est constant quelle que soit l'incidence. Schématiquement, c'est le point sur l'avion où les forces aérodynamiques s'équilibrent, où le moment des forces aérodynamiques s'équilibre. En gros, en ce point, s'il ne se passe rien, il n'y a aucune force qui tend à faire piquer l'avion ou à le faire cabrer. Pour résumer, le foyer, c'est le point d'application des forces de portance. C'est un peu l'équivalent, entre guillemets, du centre de gravité, mais non pas pour le poids, mais pour la portance globale de l'avion. Alors le foyer, c'est un point assez théorique, c'est un point donné par le constructeur. On ne va pas s'amuser à le calculer ici, mais si ça t'intéresse, tu peux lire l'excellent travail de Claude Lacombe. En général, on va considérer que le foyer est à 25% de la corde aéronautique moyenne. Ne t'en fais pas, on aura l'occasion d'approfondir la notion de foyer, notamment lors de la vidéo sur les principes du vol. Donc, nous avons notre aéronef. Cet aéronef, il a une masse qui lui est propre. Cette masse, elle s'exprime en kilogrammes et elle représente en fait l'ensemble de matière qui le constitue. Notre aéronef, il a également un poids. Ce poids, en fait, il représente la gravité et il s'applique en un point qu'on appelle le centre de gravité. On a vu que ce centre de gravité, il pouvait bouger, il n'était pas fixe. On a également des centres de poussée, que ce soit sur l'aile ou l'empennage. On a vu que ces centres de poussée n'étaient pas fixes, mais qui pouvaient bouger en fonction de l'angle d'incidence. Pour rappel, le principal but de ce centre de poussée, notamment celui des ailes, c'est de contrer le poids, puisqu'il est à l'origine de la portance, qui va aspirer l'avion vers le haut et lutter contre la gravité. Nous avons des leviers, qui sont les forces amenées par le chargement de la structure de l'appareil. Tu te souviens, c'est nos bagages, ou ça peut être tout simplement notre équipage. Nous avons également des bras de levier, qui sont représentés par la longueur du fuselage, et notamment par la longueur, la distance entre notre pivot, notre centre de gravité, et notre chargement. Et enfin, nous avons un foyer qui représente l'endroit où le moment des forces est constant et s'équilibre. Tout ça afin d'équilibrer l'avion sur son axe longitudinal. Allez, donc on va parler de deux notions qui sont importantes pour comprendre ce qu'on va évoquer après, c'est la stabilité et la manœuvrabilité. Quand tu parles de la stabilité d'un aéronef, tu parles de sa capacité à revenir en position, on va dire, normale sur son axe longitudinal. C'est-à-dire qu'un avion, il va subir des forces sur son axe longitudinal, sa stabilité, c'est sa capacité en fait à toujours revenir en position, on va dire, classique. La manœuvrabilité d'un aéronef, c'est un peu différent, c'est sa capacité à répondre notamment aux intentions du pilote via les gouvernes, c'est-à-dire via le manche ou via les palonniers avec les pieds.
Donc si on récapitule, au plus un avion est stable, au plus il aura tendance à revenir dans sa position. Au plus il est instable, au plus il aura des difficultés à revenir dans sa position, voire il ne reviendra jamais dans sa position longitudinale. Et au plus un avion est manœuvrable, au plus il répondra facilement aux gouvernes du pilote. Je fais de la mayonnaise. Et au moins il est manœuvrable, au plus ce sera compliqué pour le pilote, au plus il devra mettre du poids pour obtenir de l'action sur ses gouvernes. La marge statique d'un aéronef, c'est en fait la distance entre le foyer d'un aéronef et son centre de gravité. En général, cette marge statique, elle est donnée en pourcentage de la corde aérodynamique moyenne, pourcentage de Mach. Tu te souviens, on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Alors, il y a deux grands principes. Le premier, c'est que ton centre de gravité doit toujours être devant le foyer, afin d'avoir ce qu'on appelle une marge statique positive et d'avoir suffisamment de stabilité. Un centre de gravité à l'arrière d'un foyer, c'est ce qu'on appelle une marge statique négative et il y a énormément de dangers. On reviendra un peu plus tard sur ça dans la vidéo. Le deuxième grand principe, c'est qu'en gardant toujours une marge statique positive, au plus ton centre de gravité sera positionné vers le nez de l'avion, vers l'avant de l'avion, au plus l'avion sera stable, mais au plus il perdra en maniabilité. Et à l'inverse, toujours en conservant une marge statique positive, au plus ton centre de gravité sera situé vers l'arrière, au moins ton avion sera stable, mais au plus il sera maniable. Schématiquement, si ton centre de gravité est situé trop à l'arrière de l'avion, même si tu es en marge statique positive, l'avion va être instable et peut notamment avoir tendance à prendre des assiettes à monter, ce qui peut potentiellement être dangereux puisqu'une assiette à monter trop importante peut amener au décrochage et à la vrille. A l'inverse, si ton centre de gravité est situé trop à l'avant, trop vers le nez de l'avion, et ce, même en marge statique positive, ton avion il sera plus stable, c'est-à-dire qu'il reviendra plus naturellement dans une position traditionnelle et normale de vol. En revanche, il sera moins manœuvrable. Ça veut dire que tu devras mettre plus de force sur tes gouvernes pour pouvoir diriger ton avion. Un poids de gravité trop vers l'avant, ça détériore pas seulement la manœuvrabilité, mais ça a tendance aussi à allonger les distances de décollage, d'atterrissage. Et si toutefois il était trop vers l'avant, l'avion ne pourrait même pas décoller. Alors oui, tu as certains aéronefs de combat ou certains aéronefs de voltige avec des centres de gravité volontairement reculés afin qu'ils soient instables, mais qu'ils aient beaucoup de manœuvrabilité. Tout l'art d'un bon centrage, c'est de savoir positionner son centre de gravité afin de maintenir une maniabilité, mais aussi une stabilité suffisante dans toutes les configurations de vol. Et le positionnement de ton centre de gravité, notamment par rapport au foyer, tu ne le fais pas au hasard, tu dois respecter des limites établies par le fabricant. Tu dois respecter une limite avant et une limite arrière, c'est ce qu'on appelle la plage de centrage. Dernier point, c'est que le centre de gravité il va pouvoir bouger pendant la durée de ton vol, notamment puisque tu vas consommer du carburant. Donc quand tu vas faire ton massé-centrage, ce sera important de vérifier que ton centre de gravité est bien dans la plage de centrage au décollage, mais aussi à l'atterrissage. Tout ça, on l'approfondira dans ma prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait pas mal de notions à comprendre, mais tu verras qu'une fois que ce sera compris, ça facilitera évidemment la compréhension de la prochaine vidéo où on parlera réellement du devis de massé-centrage et du schéma qui y est associé. Mais ça te permettra aussi de comprendre les futures vidéos quand on parlera de principes du vol et de la construction structurelle d'un avion. D'ici ma prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien et à très bientôt.